doula depuis 11 ans, maman depuis 12 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et défis des nouvelles et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman et de femme, les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 17e épisode qui en est un tout spécial. J'ai choisi aujourd'hui d'enregistrer une rencontre live que j'ai fait dans mon groupe Facebook qui s'appelle Maman Vivante. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que ça a tout à voir avec le bien-être des femmes. Le sujet, c'est « Je suis capable toute seule ». Alors, je vous invite à écouter ceci très attentivement parce que je pense qu'il y a des magnifiques réflexions à faire à ce sujet-là. Alors, bonne écoute. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce premier live du groupe Maman Vivante. Je suis vraiment super contente d'être ici. Un premier live qui se fait par Zoom parce que ce sera également un épisode de podcast. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, j'ai un podcast qui s'appelle Maman Vivante. Donc, vous allez pouvoir aller écouter les épisodes. On est au 17e épisode aujourd'hui que je vais utiliser ce bel enregistrement-là pour partager le contenu au plus de femmes possible. Donc, je suis très heureuse de débuter une nouvelle aventure dans le groupe Maman Vivante. C'est un plaisir pour moi de pouvoir être proche de vous, de pouvoir échanger, de pouvoir vous partager mes réflexions, vous faire avancer doucement dans le parcours de la maman vivante, qui est toujours vraiment mon plus grand objectif, ma plus grande mission. Donc, merci pour votre présence. Et je plonge dès maintenant dans le vif du sujet. Je suis capable toute seule. Je suis capable toute seule. Bien sûr, c'est pas une phrase que les mères me disent directement dans ces mots-là, hey, non, moi, je suis capable toute seule, comme mon garçon de 2 ans sait si bien me le dire. Il n'y a pas une femme qui va dire ça exactement comme ça, évidemment, mais quand j'entends des mères, des femmes dire, tu sais, ben là, je ne ferai pas garder mes enfants, là. Et j'ai pas fait des enfants pour les faire garder ou pas besoin de les faire garder, là, tu sais, je suis capable, tu sais, je suis capable de m'occuper de mes enfants ou toutes les mères ont déjà accouché, là, tu sais, c'est naturel, pas besoin de se préparer à ça. Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, toutes les mères de la planète ont déjà accouché. J'entends souvent des affaires de même où ben, mon chum travaille à temps plein, moi je suis à la maison avec les bébés ou avec mon bébé, fait que tu sais, c'est normal ben, que je m'occupe de la maison, là, tu sais, puis que j'en fasse plus que lui. Moi, derrière ces phrases-là, j'entends un peu beaucoup de capable tout seul. Moi, je suis capable tout seul. Puis ça me préoccupe énormément. Je me promène dans beaucoup de maisons, je rencontre beaucoup de futures, de nouvelles mamans. Puis je me suis demandé d'où est-ce que ça peut bien venir, ça, cette affaire-là, de je suis capable tout seul. Pourquoi le faire tout seul? Pourquoi on s'impose ça? Puis depuis quand on s'impose cette solitude-là, cette surcharge-là parfois? Qu'est-ce qui pousse les femmes, les mères à avoir ce type de pensée-là? Fait que j'ai brassé tout ça, j'ai réfléchi à tout ça, puis je me suis dit, OK, là, je pense que c'est une réflexion suffisamment pertinente pour que je la partage avec le plus grand nombre de mères possible. Et j'espère que ça va pouvoir vous inspirer euh, pour peut-être ou peut-être pas, mais peut-être faire des changements dans votre vie si finalement vous jugez que c'est nécessaire de faire des changements. Parce que des fois, on observe ça puis on fait comme, OK, tu sais, je suis comme confortable avec ce que je vis là, c'est parfait. Mais des fois, on le sait profondément à l'intérieur de nous que, well, me semble que je suis pas si bien que ça, tu sais. Fait que fait que j'espère que ça va pouvoir avoir un impact positif, en tout cas pour vous, peu importe s'il y a des changements qui s'en suivent ou pas.
Alors, la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai commencé à réfléchir à d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce que c'est ça, pourquoi on a ce type de pensée-là, la première chose qui est montée, c'est, ben, je pense que pour plusieurs femmes, ça peut commencer dès le début de la grossesse. Par exemple, une femme qui est en retrait préventif, qui est à la maison, ou une femme qui a plusieurs symptômes pendant sa grossesse, qui doit ralentir, tu sais, ralentir le rythme un peu, puis qui là est à la maison, ben nécessairement, c'est une femme qui a plus de temps, qui vit déjà peut-être un peu un sentiment de solitude, qui doit re- revirer de bord, là, tu sais, transformer sa vie pour faire comme, OK, bon, là, j'ai comme plusieurs semaines devant moi que je dois réorganiser, je ne travaille plus ou je travaille moins. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Et là, ben, embarque dans, bon, ben, je vais préparer l'arrivée du bébé, tu sais, puis je vis ma grossesse, puis je vis mes symptômes, puis parallèlement à ça, ben, mon chum ou ma blonde travaille, donc je prends le lead, tu sais, puis ça se fait naturellement, puis on prend le lead parce que c'est nous qui vivons la grossesse, puis c'est nous qui ressentons tous les changements, puis qui vivons les symptômes, puis notre conjoint de travail, puis il a sa vie aussi à l'extérieur de la maison. Pardon. Et là, s'installe peut-être une espèce d'habitude de servicieux de ben on serait pas mal rendu à acheter des vêtements, à acheter des couches. Puis là, quand on parle des couches, ben là, on va prendre des couches nouveau-nés, puis on pourrait peut-être prendre aussi des numéros 1 au cas où que les nouveau-nés fassent pas vraiment ou fassent pas longtemps. Puis là, ben, OK, les vêtements, on achète tout ça usagé, on achète tout ça neuf, et là, on plonge là-dedans, puis on a du plaisir à le faire, puis parce que c'est le fun, tu sais, on attend notre petit bébé, puis c'est naturel, puis là, on part, OK, il faudrait, c'est ça, l'accouchement s'en vient, et là, dépendamment de nos besoins, de notre personnalité, de nos désirs, ben là, OK, comment je vais me préparer à ça, à l'arrivée de bébé, bon, blablabla, et là, on réfléchit à tout ça, et ça se fait naturellement. Mais ce que ça fait, selon moi, c'est que sans le vouloir nécessairement, on prend la charge mentale qui vient avec la parentalité, puis on se la fait glisser sur le corps. On se la garoche. On se la garoche. Avec plaisir au départ, parce qu'on a juste ça en tête, parce que c'est sain, parce que c'est naturel, qu'on travaille ou qu'on travaille pas, hein. Peut-être aussi que c'est quand on travaille, on prend cette charge-là parce que c'est le fun, tu sais, on prépare l'arrivée de notre bébé. Mais une fois que le bébé est arrivé, ben là, on a la charge qu'on s'est mise inconsciemment ou volontairement parce qu'on avait le goût de vivre ça. Mais là, avec un petit bébé nouveau, avec tous les défis que ça amène d'avoir un petit bébé nouveau, puis éventuellement avec un bébé et un travail qui recommence. Donc, est-ce que je suis capable tout seul? Est-ce que ça s'est installé à partir du début, à partir de j'ai du fun à tout préparer ça puis à m'occuper de tout ça. Mon chum, ma blonde travaille, fait qu'il n'y a pas vraiment le temps de s'en occuper, fait que je vais le faire. Première, première piste de réflexion qui m'est montée. Puis si vous êtes enceinte en ce moment, que ce soit le début de grossesse ou peu importe quand dans la grossesse, je vous invite fortement à maintenant partager toutes ces choses-là qui sont dans votre tête, en faisant une liste, en affichant la liste, en séparant déjà, hey, on va ou en faisant les achats ensemble, ou en séparant les différentes choses à faire pour préparer l'arrivée de bébé, en disant, hey, j'aimerais ça que tu lises ça toi aussi, ou est-ce que tu pourrais trouver X, Y liste de choses à acheter, ou déjà en faisant comme, OK, j'ai envie qu'on soit une équipe à partir de maintenant pour l'être pour toujours, finalement. Partir sur des bonnes, grosses bases solides. Puis, je constate qu'il y a souvent des papas, deuxième maman, qui sont moins impliqués, qui sont moins intéressés. C'est comme, on entend souvent la phrase, ouais, mais tu sais, c'est pas moi qui le porte, hein, fait que c'est pas super concret, là. Moi, tant que le bébé est pas là, je veux dire, je sens rien. Moi, ma vie continue, tu sais. Oui, mais non. Je comprends le point de vue, mais je suis pas d'accord avec le point de vue. Pour moi, si tu choisis de t'y intéresser et de t'impliquer, ça va devenir concret parce que tu vas faire ce choix-là, conscient de dire, hey, moi, je veux m'intéresser à ça.
Parce que oui, il y a des papas puis des deuxièmes mamans qui s'intéressent consciemment à ce qui se passe dans le corps de leur blonde, à ce qui se passe pour l'évolution du bébé, aux différentes choses qu'il y a à faire, puis qui vont embarquer dans l'aventure comme à deux pieds joints, malgré qu'ils vont continuer à travailler à temps plein. Donc, c'est un choix qu'on peut faire en tant que parent de tout de suite faire équipe. Puis je fais souvent la comparaison avec une pizza. Vous achetez une pizza congelée, vous voulez manger ça pour souper. Ben, si c'est la première fois que vous achetez ça, ben, vous allez regarder sa boîte. Genre, je mets le four à combien, puis combien de temps il faut que je le fasse cuire, que je la fasse cuire, la pizza, puis faut-tu que je la mette direct sur la grille ou il y a un petit papier qui vient en dessous, ou faut que je la mette sur une plaque, ou... Tu sais, là, on regarde qu'est-ce qui se passe. Puis là, ben, on fait chauffer le four, puis là, quand il est chaud, ben, on met ça là-dedans, puis c'est pas genre, tu mets ça là-dedans, puis bye, bonne chance. C'est comme, OK, je vais comme la surveiller pour pas qu'elle brûle, pour pas que si elle se met à couler entre les grilles du four, que je me rende compte avant que ça soit comme le plus gros désastre que la Terre ait connu. Fait que pourquoi pas s'intéresser aussi à ce qui se passe dans le corps de la maman? Pourquoi pas regarder un petit peu comme sa boîte pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer, puis aller vérifier comment ça va aussi, tu sais. Fait que c'est la même affaire pour moi. Faire cuire une pizza, puis accompagner une femme pendant qu'elle est en train de construire le bébé, tu sais. Fait que les mamans qui écoutent ça, si ça vous inspire, vous parlerez de ça à votre chum, à votre blonde. Je trouve ça super. Ça parle, là. C'est comme tu mets pas juste la pizza dans le four puis tu t'en sacs, là. C'est un peu la même affaire. Fait que dès le départ, on va partager ça. Fait que je vous lance le défi, les mères qui écoutent ceci, les futures mères, de là, maintenant, partager ces choses-là pour tout de suite conscientiser votre partenaire à la fameuse charge mentale, dans le but de ne pas être coincé dans je suis capable tout seul, tu sais, mais dans le fond, c'est comme, oh mon Dieu, que j'aurais vraiment besoin qu'on soit une meilleure équipe, même si je suis capable tout seul. Fait que ça, c'est comme mon premier point. Le deuxième, qui est monté très rapidement, c'est est-ce qu'on se compare à une autre génération de femmes, de mères, qui, l'heure avant d'accoucher, étaient dans le champ en train de ramasser des patates, puis quasiment le lendemain ou dans la même journée, aller traire les vaches après avoir accouché, tu sais. Est-ce qu'on se compare encore à ces femmes-là qui n'avaient pas le choix? Elles n'avaient pas le choix, ces femmes-là, d'être de même parce que c'était ça où ils n'avaient pas de patates sa table ce journée-là, où leur conjoint était, je sais pas quoi, en train de s'occuper de quoi d'autre que traire les vaches, puis qu'elles n'avaient pas le choix. C'était une question de survie. Est-ce qu'on est encore en train de se comparer à ces femmes-là? Tu sais, c'est comme, ah ouais, on entend tellement ça souvent. Être enceinte, c'est pas une maladie, là. Moi, ma grand-mère, elle a quasiment accouché dans le champ. Tu sais, ben, hey, bravo. Mais je suis sûre que ta grand-mère, elle aurait vraiment full aimé ça, être sur son divan, les pieds sur le pouf. Je suis sûre. Puis je suis vraiment sûre que ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, elle aurait adoré ça, être assise dans son salon en train de, comme, de allaiter son bébé en le flattant, au lieu de se dire, faut que j'aille traire les vaches avec ma montée de lait, mon plancher pelvien qui vient d'accoucher, mes saignements postnataux. C'est sûr que c'était pas youpi, faut que je retourne dans le champ. Ça fait qu'on peut, comme, mettons, arrêter de se fier aux vies de ces femmes-là qui étaient comme complètement folles parce que c'était une question de survie. C'est plus ça, la vie maintenant. Heureusement, on peut comme au pire aller acheter nos patates là, tu sais, à l'épicerie quand on en a besoin ou envoyer quelqu'un en acheter pour nous. Fait que, bon, OK, ça c'est un peu rigolo quand même, je trouve, de dire cette comparaison-là, mais je trouve que ça peut être quand même assez pertinent de se dire, bon, ben, OK, ça achève-tu, c'est de se comparer à ces femmes-là qui ne devaient pas être très, très heureuses, puis peut-être pas si confortables que ça non plus dans cette vie-là, surchargée avec tous leurs enfants et toute la vie qui se passait dans cette maison-là. Puis dans le même ordre d'idée, souvent, ces femmes-là, il y a eu une époque du moins où elles avaient
je pense que ça varie d'une époque à l'autre, mais il y a eu quand même une époque où les femmes avaient du support dans les premiers jours, premières semaines de vie de bébé, avaient des relevailles, elles restaient au lit, il y avait la sœur, la cousine, la voisine, la mère, la tante, tout le monde se mobilisait pour venir supporter la maman dans ses premiers instants de maternité. Ben ça, on n'a plus vraiment ça, ou en tout cas, c'est rare, tant mieux si vous avez eu la chance d'avoir quelqu'un à temps plein avec vous, ou presque à temps plein, mais c'est précieux, c'était précieux à l'époque, ça serait précieux de retrouver ça aujourd'hui. Ça existe des relevailles d'ailleurs, un service de relevailles, mais peu de femmes vont se le permettre ou vont oser demander. Mais c'est aussi, je crois, qu'on n'a jamais été aussi seul dans notre maternité parce que c'est fini le temps où toutes les femmes étaient à la maison. Maintenant, les femmes travaillent, on a des carrières, on a notre bébé, on retourne travailler après un mois, 2 mois, 6 mois, un an. Puis, malheureusement, on n'a pas le temps pour notre amie, notre sœur ou notre cousine qui vient d'avoir un bébé. Ben, c'est pas vrai qu'on a le temps d'aller passer du temps 2, 3 semaines chez elle, presque à temps plein pour l'aider, tu sais. Fait que je pense qu'on n'a jamais été aussi seul dans notre maternité. Ouais. Fait que je pense qu'il y a ce bout-là aussi qui crée l'espèce de, ben, est-ce que je suis capable toute seule ou j'ai pas le choix d'être capable toute seule? Il y a une ben grosse différence, à mon avis, entre les deux. L'autre affaire, et là, ça, là, je pense que ça va peut-être confronter ben des femmes, ben des mères, mais je pense que de plus en plus, il y a un immense désir d'indépendance, d'autonomie, d'autonomie, entre guillemets, je vais l'appeler d'autonomie entre gros guillemets, parce que pour moi, l'autonomie, c'est pas de tout faire tout seul, mais moi, comme je le disais, je vais souvent chez les familles, dans la maison, et je le remarque, tout est parfait. Je gère, tu sais. Moi, je gère, tu sais. Ma maison est propre, puis des fois, je vais dans des familles, puis la maman, elle est super bien maquillée, super bien coiffée, super bien habillée. Mes petits bébés, il y a une semaine de vie, tu sais, puis je me dis, mon Dieu, elle a l'air plus en forme que moi, tu sais. Puis ça me questionne, ça. Puis moi, honnêtement, ça m'inquiète quand je vois ça, une maison trop rangée, trop propre, une femme, j'allais dire trop propre, c'est pas ça que je veux dire, mais bien arrangée, disons ça comme ça. Je me dis, OK, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ça, cette espèce de tout est trop propre, tout est trop beau, le paraître, là, mettons. Puis sans tomber dans les clichés, là, tu sais, on le sait tous, là, que les réseaux sociaux nous montrent une certaine image, bon, puis que ça peut avoir un impact sur nous, puis j'y crois réellement, là. Inconsciemment ou consciemment, quand on, quand on voit ça, ça laisse une petite mini trace, tu sais, Ah, ah ben ouais, tu sais, elle a fait ça, puis ben, pas moi. Vraiment pas cette énergie-là. Ah, vraiment, son salon, elle, les jouets, tout, c'est beau, hein? C'est bien rangé. Moi, ouais, non, ça ressemble pas à ça chez nous, tu sais. Puis c'est pas genre je m'effondre en regardant ça, mais c'est laisse des petites traces, des petites affaires. Puis oui, le paraître est vraiment mis au premier plan dans nos vies actuellement, en 2024. Et ça, c'est sûr que ça a un impact. Mais ça, ce désir de montrer que tout va bien, on entend même j'ai un bon bébé. Ah, donc, tu sais, moi, j'ai un bon bébé, c'est facile, là, tu sais, ça va super bien. Tu sais, mais quand on creuse un petit peu puis qu'on discute, c'est comme, well, pas tant que ça. Tu sais, je suis vraiment, vraiment fatiguée, puis je rush à entretenir la maison, puis je trouve ça vraiment tough même si j'ai un, entre guillemets, bon bébé, je déteste cette expression-là, ben, je trouve ça quand même tough, me lever 2 fois par nuit, puis l'allaiter aux 3 heures. Puis fait que là, quand on creuse, on voit que Ah ouais, écoute, moi j'ai un bon bébé, ça va vraiment bien, devient comme vraiment pas si évident que ça, finalement, le quotidien avec notre bébé, tu sais. Euh, puis là, je vois Catherine qui dit que c'était plus facile quand le bébé était tout petit que, que maintenant, tu sais, qui est plus vieux. C'était plus facile d'avoir une maison rangée puis tout ça. Ben oui, parce que quand il est plus vieux, on est ailleurs, là. C'est pas ça fait une sieste, puis c'est tranquille dans la maison pendant la sieste. Quoi qu'il y a des bébés qui font pas tant que ça des belles siestes, n'est-ce pas? On, on sait ça aussi, que c'est pas tous les bébés
qui font des belles siestes. Fait qu'elle dit que maintenant, c'est à 8 mois que c'est le bordel, puis qu'elle n'a pas le temps de se laver. Ouais, 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 ça peut effectivement arriver, ces aventures-là de maman. Voyons, j'essaie de fermer la discussion. OK, je l'ai. Bon, parfait. Excusez-moi, je suis allée voir la discussion comme il faut. Effectivement, que ça peut venir par phase aussi, les moments où on a la broue dans le toupette, comme on dit. Puis, au-delà de ça, on aurait le droit aussi là, que ça soit un peu tout croche dans notre maison parce qu'on a un bébé naissant. Tu sais. Puis ça, je pense qu'il y a deux images. Il y a l'image peut-être de la femme qui est comme complètement à bout, puis que c'est le gros bordel, puis tu sais, qu'elle n'en revient pas. Puis là, on se reconnaît pas tout le temps là-dedans. Puis il y a l'image de la perfection, tout est blanc et beige, tout bien rangé, puis que tout est donc bien impeccable, puis que la fille elle a l'air super en forme. Puis je pense qu'on se reconnaît pas tant que ça non plus de ce côté-là, mais que ça fait peut-être une pression, là, soit de ressembler à ça ou de pas ressembler à l'autre de l'autre côté. Fait que tout ça pour dire que le désir, les apparences, l'indépendance, l'autonomie, entre guillemets, je pense que c'est très, très fort dans la génération, dans notre génération, dans la vôtre aussi. On n'est pas nécessairement dans la même. Et, euh, et c'est à l'en- et c'est au prix de ne pas écouter les besoins réels, au prix de ne pas écouter les émotions réelles qui sont parfois vraiment criantes qui sont comme, OK, non, ça marche pas pantoute, mais j'écoute pas ça parce que je veux pas avoir l'air de. Je veux pas avoir l'air de quoi. Là, c'est là que je vais m'en aller. Et dans ma réflexion est rapidement venu aussi le sentiment de vulnérabilité. Euh, Ça prend de l'humilité pour être capable de dire j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide, ou j'y arrive, mais mon Dieu, que je trouve ça dur. Ça prend beaucoup d'humilité, puis ça prend beaucoup d'humilité pour se montrer vulnérable. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi se montrer vulnérable, si on utilise ce terme-là, ça prend autant d'humilité? Pourquoi les femmes, les mères, maintenant, ont de la misère, puis maintenant, puis peut-être depuis tout le temps, ont de la misère à montrer ce côté-là? Euh, Ça fait que je suis allée lire sur la vulnérabilité et dans les définitions, j'ai trouvé la vulnérabilité décrit le caractère de quelque chose de fragile, de sensible. Il peut s'agir plus généralement d'une faiblesse, une précarité. Déjà là, ça vient shaker un peu. Puis si on va du côté de l'adjectif vulnérable, là, ben là, j'ai retrouvé des synonymes du genre attaquable, imparfait et ce qui m'a sonné une cloche, insuffisant. Et là, j'ai fait comme, je pense qu'on a quelque chose ici, là. La sensation d'être insuffisante. Oh my God. Ah oui, je sais pas, là, si ça résonne aussi fort pour vous que pour moi, mais moi, j'ai fait comme, oh là 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 là. Je le vois beaucoup, beaucoup trop souvent, des femmes qui ont l'impression d'être insuffisantes. Imparfaites aussi. Il y en a pour qui ça vient confronter, mais il y en a qui se sentent vraiment insuffisantes quand elles vont demander de l'aide. Qu'est-ce que ça fait finalement d'être insuffisante? Mettons qu'on se dit on oublie tout, là, puis qu'on prend le mot insuffisante, là. Ça a vraiment comme une connotation négative. C'est comme fragile, hein? Tantôt, il y avait fragilité, faiblesse. Mais si on enlève là, les jugements qui vont avec ce mot-là, hey, ça se pourrait-tu qu'on soit insuffisante pour tout faire? Mettons, entretenir la maison parfaitement, ne pas dormir efficacement, mettons, pas efficacement, mais ne pas avoir un sommeil réparateur, on va dire ça comme ça. Euh, S'occuper d'un bébé, d'un nouveau-né ou de plusieurs enfants. Prendre soin de les femmes, de la femme que nous sommes, être une amante auprès de notre chum, être attirante, avoir une vie sexuelle, penser à tout ce qui vient avec des enfants, blablabla, 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 la liste est longue. Est-ce que ça se pourrait-tu qu'on soit comme insuffisante pour faire tout ça tout seul? Moi, je penserais que oui. Fait que mettons qu'on enlève le jugement qui vient avec le mot insuffisante, là, si on se dit juste non, je suis insuffisante parce que ça se peut pas de tout faire ça et d'être épanoui, se sentir bien libre et détendu. Selon moi,
Ça se peut pas. Fait que je suis capable toute seule. C'est-tu pour pas avoir l'air insuffisante? C'est-tu pour pas avoir l'air imparfaite? C'est-tu pour pas avoir l'air faible, fragile? Est-ce que demander de l'aide, ça démontre qu'on est fragile? Je sais pas. Pour moi, la fragilité, c'est pas un défaut, c'est pas négatif. Euh, Puis pour moi, c'est surtout temporaire. C'est surtout temporaire. C'est un moment temporaire. Puis même si c'est plus long, qu'on a besoin d'aide plus longtemps, ouais, puis c'est quelque chose de devenir mère, d'apprendre à devenir mère. J'ai une amie qui m'a dit, il y a quelques jours, elle me parlait d'une situation avec son enfant de 2 ans, puis elle m'a dit euh, qu'elle se sentait incompétente. Elle m'a dit, je manque de compétences parentales. Ça m'a fait vraiment beaucoup de peine parce que je sais que cette femme-là est absolument fabuleuse et qu'elle est compétente. Et ce qui m'est venu en l'entendant, c'est de dire, est-ce que tu manques de compétences ou tu es en apprentissage parce qu'on apprend chaque jour de la vie quand on est mère? Tu sais, c'est son premier bébé. Elle n'a jamais été mère d'un enfant de 2 ans. Puis c'est normal d'avoir à apprendre. Puis c'est ça que je disais, être incompétente, ça serait de ne pas te soucier de comment va ton enfant, de ne pas te soucier de tel comportement qui est préoccupant. Ça serait de ne pas aller chercher d'aide. Ça serait être incompétente. Alors, on est loin de ça quand on va chercher de l'aide. Au contraire, on est assez compétente, on a assez d'humilité pour dire, là, je pense que j'aurais besoin d'être guidée, j'aurais besoin d'être informée parce que je suis comme incertaine. C'est ça de la compétence. Et pour moi, by the way, c'est aussi ça de l'autonomie. Pour moi, être autonome, c'est être capable de dire, oh boy, j'ai besoin d'aide. Oh boy, je pense qu'il va falloir que je me prépare mieux à telle affaire parce que j'y connais rien. Pour moi, ça, c'est de l'autonomie. Ça, c'est d'être parfaite, de savoir reconnaître ça, puis d'avoir assez de bienveillance, surtout pour le dire, aller de l'avant là-dedans, puis regarder les ressources qui sont disponibles. Puis pour ce qui est de la perfection, l'envie d'être parfaite, ben ça, j'embarque pas là-dedans parce que je pense que ça pourrait être un sujet complet. Ça pourrait être peut-être un prochain live sur l'envie d'être parfaite. Il y a beaucoup à dire aussi là-dedans. Fait que, fait que, fait que voilà. Être insuffisante, là. Ouh, il y a quelque chose là qui me parle ben gros. Puis j'englobe là-dedans, j'embarque là-dedans, là, même tout ce qui est au niveau de la préparation à devenir maman. Là. Tu sais, on se prépare à donner la vie, là. On se prépare à accueillir un mini-humain, à l'accompagner dans ses premiers instants, dans ses premières années, dans toute sa vie. Fait que clairement que pour moi, c'est la même affaire. Plusieurs femmes vont voir la préparation à devenir maman, la préparation à l'accouchement comme un peu superflu, dire, tu sais, toutes les mères sont passées par là, toutes les mères ont accouché, tu sais, pas tant besoin, c'est correct, là, tu sais, je vais être capable de faire ça moi aussi, mais attends un peu, tu sais, encore une fois, est-ce on est obligé de se faire subir ça puis d'être complètement pris au dépourvu quand on accouche ou quand on a notre nouveau-né, quand on aurait pu faire autrement, quand on a la possibilité maintenant, il y a plusieurs possibilités de bien se préparer. Je pense qu'il y a des femmes qui ont peut-être même qui associent, je vais demander de l'aide, je vais avoir un guide, un coach, je vais me préparer une doula, des cours, qui associent ça à, encore une fois, de la vulnérabilité, à, ben voyons, là, tu sais, la part du jugement, genre, voyons, est-ce que, comment ça qu'elle fait ça? Non, hein, tu sais, pas eu besoin de me préparer, moi, pour accoucher, mettons, tu sais. Ça, là, tu sais, je pense qu'il y a des femmes qui ont peur de ça, ou qu'elles se jugent elles-mêmes aussi à travers ça, à travers le désir de se préparer puis de se sentir vraiment calme puis groundé puis de dire ben je vais aller chercher de l'aide professionnelle pour me préparer. Il y a quelque chose là dans je suis capable tout seul. Toutes les femmes ont déjà accouché, je suis capable tout seul. Mais pour moi, une maman vivante, c'est nécessairement une maman préparée. C'est une maman outillée, c'est une maman qui va avoir tout ce qu'il faut pour vivre le plus calmement et de façon la plus épanouie l'arrivée de son bébé. Fait que j'englobe la préparation là-dedans. Ça, c'est clair, clair, clair pour moi. On a-tu l'impression d'être moins bonne quand on demande de l'aide, quand on choisit soit de se préparer, soit de demander de l'aide quand on a notre petit bébé? Ouais,
je brasse tout ça, là, puis je pense qu'il y a quelque chose de bien gros, peut-être un noyau pour plusieurs mamans là, ou en tout cas, moi, avec le recul, quand j'observe les mamans de mon entourage, dans ma clientèle, je vois là quelque chose de bien, bien, bien important. Puis je termine avec la peur de déranger. Oh, que ça. Moi, je suis capable tout seul, mais dans le fond, c'est comme, c'est pas j'ai peur de déranger si je demande. Ouais, c'est ça. Je vois Marie-Josée qui écrit tellement en lettres majuscules la fameuse peur de déranger. Puis je vais vous dire quelque chose, là, ça va loin la peur de déranger parce que puis je vais être peut-être bien, bien crue là-dedans, là, mais il y a du monde qui me paye comme doula pour les aider. Puis elles sont mal à l'aise de m'écrire parce qu'elles ont peur de me déranger. Mais elles me payent pour ça. Et ça me fait capoter. C'est comme, mais non, mais c'est parce que c'est parce que tu m'as payé. C'est parce que tu me payes pour ça, là. Fait que, ah ouais, profite-en, écris-moi, je suis là, tu sais. Fait que, je vois Catherine qui trouve ça bien drôle, ben c'est ça, tu sais, c'est comme, je vais la déranger. C'est ça. Bon, OK. Fait que là, fin de la parenthèse par rapport à ça, là, si un jour vous me payez pour vous aider, Dieu du ciel, profitez de ce service-là. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup la peur de déranger euh, les proches, la famille, les amis. Mais là où ça va peut-être vous confronter un petit peu, c'est que je pense que des fois, il y a aussi la peur de déranger notre chum ou notre blonde, qui est le papa ou la deuxième maman. Combien de fois j'entends des femmes dire ouais, mais moi, mon chum, il travaille à temps plein, fait que, tu sais, il arrive, il est brûlé. Tu sais, ben, c'est ça, 100%. Effectivement, 100%. De la peur, puis tu sais, mettons qu'on on s'arrête, là, puis on se ferme les yeux, puis on respire un grand coup, là. Est-ce que vous réalisez qu'on a peur de déranger le papa ou la deuxième maman de cet enfant-là? Alors on le sait, là, on a fait un bébé à deux dans l'histoire. En tout cas, la majorité d'entre nous, il y a des mamans solo, j'en conviens. J'en conviens, il y a des mamans solo, mais là, disons que je vais y aller avec la très grande majorité. La peur de déranger son conjoint. D'où vient la peur de déranger le conjoint? Quelle est la dynamique qui s'est installée avec les années ou depuis le début de la grossesse, comme je le disais tout à l'heure, on s'est tellement occupé de tout naturellement avec plaisir que ça s'est continué à travers les mois, à travers les semaines, à travers les années. La peur de déranger le conjoint, est-ce que c'est parce que la dynamique conjugale a quelque chose à aller peaufiner? Puis là, je vois la culpabilité. J'ai pas eu le temps de tout lire le message, mais je vois aussi la culpabilité là, de déranger, de demander. C'est comme moi, mon chum, il est impliqué, mais je me sens mal, je me sens coupable de le déranger. Il y a quelque chose aussi à se poser comme question dans soit la dynamique conjugale, soit dans est-ce que je me considère suffisamment importante pour demander de l'aide à mon conjoint et m'accorder du temps pour moi. Puis j'en ai parlé avec une maman qui est présente ici dans le live récemment de dire, ben, est-ce qu'on est capable? Est-ce que tu es capable? Est-ce que vous êtes capable de dire, OK, voici, voici notre enfant. Bye, là. Moi, je m'en vais 30 minutes dans notre chambre avec des bouchons ou de la musique ou des écouteurs. Je m'en vais lire, je m'en vais jouer de la musique, je m'en vais écrire, je m'en vais à n'importe quoi, là. Je m'en vais dormir, méditer, écouter 30 minutes de ma série. Voilà. Ciao! Moi, j'ai besoin de ça profondément, ce moment-là, et je me l'accorde. Je suis suffisamment importante pour m'accorder ce droit-là et revenir encore plus patiente, encore plus en forme, encore plus de bonne humeur après ce 30 minutes-là, parce que je vais avoir été une femme pendant 30 minutes, je vais avoir répondu à mes besoins. Et ce que je partageais avec cette maman-là, c'est que juste le fait de faire ce choix-là répond déjà à plusieurs besoins de considération, d'amour de soi. Et juste ça, ça shift l'énergie, puis on tombe dans une espèce de vibe positive, là, tu sais. Fait que c'est ça, exactement. J'ai pas le temps de tout parler des commentaires que je vois. Je vais aller les lire à la fin euh, pour, euh, pour pouvoir les partager aux gens qui écoutent
en différé, c'est sûr. Je ne vous lis pas à mesure, les filles, parce que je manque de. Je n'ai pas le temps, là. Ça disparaît trop vite, les commentaires, mais je vais le lire, c'est sûr, parce que c'est super intéressant. Je suis sûre que ça peut rejoindre autant les filles qui vont écouter ça dans le groupe que les gens qui vont l'écouter en podcast, là, c'est clair. J'adore ça, avoir vos commentaires à vis de même. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. La peur de déranger le conjoint. Et si votre conjointe euh, a envie de lever les yeux au ciel, de faire ça un peu en soupirant, faire ça un peu en bougonnant, peut-être lui refléter cette attitude-là, des fois peut-être qu'il s'en rende pas compte, peut-être lui partager très clairement vos besoins et ou l'effet que ça vous fait quand il fait en soupirant ou en levant les yeux au ciel. Je sais que des fois, ça peut être des conversations vraiment chaude, mais si vous avez besoin d'aide pour le formuler, si vous avez besoin d'aide pour mettre au clair un peu mieux vos besoins, ben, vous pouvez vous adresser à des gens, soit des amis ou soit des professionnels pour vous aider à clarifier vos besoins, vos émotions, vos pensées, puis pour pouvoir les communiquer sainement par la suite. Je lève la main parce que je sais que j'ai la capacité de vous aider à faire ça. Euh, Juste pour briser cette dynamique-là, puis pour conscientiser l'autre aussi aux besoins que vous avez. Je pense que ça peut être un beau point de départ pour une relation encore plus épanouie par la suite. Fait un autre beau point, je pense, très, très, très important euh, à aller, euh, à aller explorer. Fait que là, je vais aller voir les commentaires avant de conclure. Euh, je suis désolée pour les gens qui écoutent la vidéo. Je ne sais pas ce que ça donne. Vous allez probablement voir mon doigt en gros sur l'écran, mais je trouve ça vraiment cool d'aller lire les commentaires des filles. Fait que, OK, ça, j'en ai parlé tantôt. Parfait. Ah, ah ouais, ça, c'est intéressant. Moi, je me rends compte que j'ai de la misère à demander de l'aide parce que personne dans mon entourage m'en a demandé, malgré beaucoup d'enfants dans ma famille et mes amis proches. Ah ouais, alors je me dis que si je demande de l'aide, c'est parce que je suis poche. Ah mon Dieu. Oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ah ouais, tellement bon point. C'est comme, ils ont tous été capables seuls, fait que pourquoi moi je suis pas capable seule? Ah ouais, excellent point. Puis tu sais, je me dis, ce qui me vient spontanément, c'est, et si elle s'était dit la même chose que toi, puis tout le monde reste seul, chacun dans son coin, tu sais? Ouais, c'est ça qui me vient. C'est probablement ça qui est arrivé. Ou c'est pas à toi qui ont demandé de l'aide, mais c'est à quelqu'un d'autre. Tu sais. C'est tellement triste, je suis d'accord, c'est tellement triste. Et je suis persuadée que ça arrive. Parce que pour vrai, je reviens encore à ça, quand je mets le pied dans les maisons, presque, je dirais, ben, écoute, j'ai pas tenu de statistiques, mais je dirais 90% des femmes finissent par me dire que c'est tough, tu sais. Finissent par me dire qu'elles se sentent un peu seules, finissent par me dire que c'est vraiment le fun quand leur chum arrive de travailler parce qu'enfin, ils sont plus toutes seules, tu sais. Fait que je suis persuadée que la majorité des gens qui ne demandent pas d'aide, c'est pas parce qu'elles trouvent ça donc facile. C'est parce qu'elles n'osent pas, probablement pour les mêmes raisons que qu'on a toutes dit, tu sais. Mm. On veut pas être lourde, fait qu'on dit que ça va. Exact. Mais c'est triste. Ça aussi, c'est vraiment ouais, ça aussi, c'est vraiment très triste, effectivement. De ne pas vouloir être lourde, tu sais. Être lourde, c'est comme j'ai besoin d'aide, je me sens lourde. Incroyable. Incroyablement triste, en fait. Ouais. Alors, je continue les petits commentaires. OK, bon, c'est ça, je pense que ça, je l'avais vu passer. Ah, ici, moi, mon chum s'occupe du plus vieux, alors je prends en charge de m'occuper du plus jeune pratiquement seul. Mais c'est pas logique, dans le fond, je m'occupe du plus vieux aussi quand même. Ouais, c'est ça, mais c'est ancré en toi, en toi. Ouais, exactement. Tantôt, quand je disais prendre du temps pour soi, c'est comme je ferme la porte, là. Même si j'entends que mon chum rush l'autre bord de la porte, ben tu sais, grande nouvelle, nous autres aussi, on rush des fois. Tu sais, c'est ça. Ouais. Puis je me rappelle moi aussi, là, à un moment donné, d'avoir dit, voyons, excusez, j'ai un problème avec ma caméra, d'avoir dit pourquoi moi je sais ça, ces informations-là? Pourquoi moi je le sais, mais pas lui, par exemple? Euh, et là,
Mon chum est un être absolument fabuleux, mais quand même. Je suis une mère de trois enfants, là, tu sais, je vis mes enjeux, moi aussi, de demander de l'aide et de je suis capable tout seul. Puis il y a des affaires que je me dis, mais pourquoi je me rappelle d'avoir même, mon Dieu, si mon chum écoute ça, il va s'en souvenir, d'avoir déjà dit, mais pourquoi moi je le sais, puis pas toi? Ben, tu sais, parce que moi, j'ai pas le choix de le savoir, j'ai pas le choix de lire le manuel d'installation du siège d'auto, mettons, tu sais. J'ai pas eu le choix c'est ça. Fait que tout ça, c'est ce que je vous invite, je le disais au départ, si vous êtes enceinte présentement, go, partagez tout à mesure, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous lisez, tout c'est comme faites-le lire, c'est comme go, on implique, on lance pour sensibiliser à ça, puis peut-être pas vous ramasser éventuellement pour dire ouais, mais ça, je sais ça, puis pas toi. Fait que c'est normal, là, tu sais, on est une équipe, c'est bien beau, là, c'est bien correct, puis c'est normal pendant le congé de maternité qu'on soit, je vais appeler ça le parent principal, entre guillemets, là. Tout ça, c'est naturel, on est en congé de maternité et tout, mais quand même, c'est pas je suis en congé de maternité, je fais une team avec mon bébé, c'est je suis en congé de maternité, je suis beaucoup avec mon enfant, puis je veux aussi être une équipe avec mon conjoint. Il y aurait beaucoup à dire, il faut que je m'arrête là parce que ça va durer éternellement. Mais si je résume, ça irait comme est-ce que je suis capable toute seule? Ça vient de ben j'ai pris ou je prends en charge la charge mentale. Je prends ça sur moi dès le début de la grossesse. J'ai embarqué dans ce cercle vicieux-là sans trop m'en rendre compte. Est-ce que ça vient du fait que la partenaire est plus ou moins intéressée, plus ou moins impliquée, puis t'es comme bon, ben, tu sais, je vais le faire, hein, parce que si je le fais pas, personne ne va le faire. Si, tu sais, ton partenaire, il oublie-tu, là, d'aller voir la pizza dans le four, l'évolution, là? C'est bon, OK. Est-ce que ça vient du fait que les femmes ont un moins grand réseau autour de nous, moins de femmes en congé, moins de femmes tu sais, qui sont disponibles pour nous soutenir? Est-ce que ça vient du fait qu'on se compare aux mères d'une autre époque qui avaient comme pas le choix pour tout simplement vivre, de ne jamais s'arrêter puis d'avoir des segments dans le champ de patates? Est-ce que ça vient du désir d'indépendance, d'autonomie? Puis encore une fois, autonomie, je le mets entre guillemets parce que pour moi, être autonome, c'est d'être capable de demander de l'aide, mais bref. Est-ce que ça vient du tout est parfait, je gère ça, du paraître, du vouloir paraître? Euh, Comme le fameux bon bébé, là. Ah oui, moi j'ai un bon bébé, c'est comme OK. Pourquoi y a-tu des mauvais bébés? C'est comme ben oui, il y a des bébés qui pleurent plus, qui demandent plus, qui ont des problèmes de santé, qui régurgitent plus. On en connaît quelques-uns. C'est parce que je connais les mamans qui sont ici. Et on a des bébés qui dorment moins, etc. Fait que oui, je comprends c'est quoi que ça veut dire un bon bébé, mais c'est épouvantable comme expression. Puis c'est surtout que il y a beaucoup de femmes qui utilisent ça. Ah ouais, moi j'ai vraiment un bon bébé, là, il pleure presque pas. C'est comme ah, OK, ben moi aussi j'ai un bon bébé, mais ben, il y a peut-être mal, tu sais, c'est comme ouais, en tout cas. Bref, je m'égare là, mais bon, OK. Est-ce que ça vient de la peur de se montrer vulnérable, de l'image qui vient avec demander de l'aide? Est-ce que ça vient avec une image de fragilité, de faiblesse, d'imperfection, d'insuffisance? Et ça, il y aurait peut-être des images à détruire, à défaire, à mettre dans une boîte dans le fond du grenier, puis plus jamais comme associer demander de l'aide à un signe de faiblesse, de vulnérabilité. Est-ce que ça vient de la peur du jugement des autres, de notre propre jugement? Est-ce que ça vient de la honte? Est-ce que ça vient de la peur de déranger notre conjoint? Je vous laisse avec ces réflexions-là. Je pense que Ouh, il y a beaucoup d'aspects à considérer puis à analyser quand on est prête à regarder avec honnêteté, mais surtout avec humilité, notre propre réalité de maman, notre propre réalité de femme, notre dynamique familiale, notre dynamique de couple. Il y a beaucoup à aller observer quand on est vraiment prête, puis quand on arrive à se dire, OK, je suis pas malheureuse, mais est-ce que je suis vraiment heureuse? C'est quand même une grande question, je trouve. Puis des fois, c'est pas je suis pas malheureuse, c'est wow, est-ce que c'est ça ma vie finalement? Tu sais, je pense que je suis malheureuse, tu sais. Ça prend là, tu sais, une bonne dose de courage pour aller jouer là-dedans. S'il y a quelque chose qui vous a parlé dans les réflexions que je vous ai proposées, s'il y a des choses plus confrontantes, s'il y a des choses qui vous ont fait réagir, soit dans Ah mon Dieu, je me suis mis à pleurer, ou
je me suis braquée. C'est comme, ben voyons, franchement, tu sais, moi, pas ça, là, c'est pas parce que je vais être parfaite. Mais peut-être que c'est ces choses-là que vous devez aller explorer. Parce que malheureusement, quand on se sent confronté, c'est souvent parce que c'est pas mal une belle piste de réponse, de beaux petits débuts de réponse qu'on pourrait aller chercher à mieux comprendre. Fait que si vous avez réagi, allez donc dans cette direction-là, avec toute l'humilité que ça prend pour y aller. Et j'ai conclu officiellement en disant que pour moi, et vous le savez si vous me connaissez déjà, mais une maman vivante, c'est non seulement une femme préparée, mais c'est aussi une femme qui choisit son équipe, qui en profite de son équipe, et surtout, c'est une femme connectée à elle-même, qui arrive à s'écouter pour vrai, pour se bâtir une vie dans laquelle elle va se sentir profondément épanouie. Alors voilà, et c'est ce que je vous souhaite toujours, d'être une maman vivante. Merci d'avoir été là. Merci aux filles qui étaient là en direct. Merci à celles qui écoutent dans le groupe Maman Vivante en différé. Merci à celles qui écoutent en podcast. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez m'écrire, me partager vos commentaires. Si vous avez besoin d'aide, besoin de soutien, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, j'ai aussi plein de références dans ma poche. Ça va vraiment me faire plaisir de vous guider, donc ne vous gênez jamais pour vous adresser à moi. Ça va toujours me faire plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!